Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial du débat politique consacré au traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en direct de la radiodiffusion télévision ivoirienne et la radiodiffusion télévision du Burkina. À cette occasion, je suis accompagnée de mon confrère Jean-Emmanuel Ouedraogo, rédacteur en chef à la RTB. Bonsoir et Akwaba. Merci Fatim Djedje. Bonsoir à toi et à nos téléspectateurs du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. 90 minutes d'échange sur l'histoire, les enjeux et les défis du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Une tribune également pour faire à chaud le bilan de ce 9e traité d'amitié et de coopération qui vient de s'achever ici même à Abidjan avec nos invités. Sur ce plateau, M. Mahamadou Zongo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Bonsoir, M. Zongo. Bonsoir, monsieur. À côté de vous, M. Kapieltien Soro, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès du Burkina Faso et de la République du Niger. Bonsoir, Excellence, et bienvenue. Bonsoir, Miss Fatim. Et M. Enyos Maes, directeur général des relations bilatérales de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir, Madame Fatim. Alors, messieurs, en prélude à nos échanges, je vous propose d'écouter les populations burkinabées au micro de Vincent Kiandré-Breogo. Je pense que c'est un cadre quand même qui permet aux deux pays d'échanger sur quand même, les préoccupations des deux populations. Voilà, donc, pour moi, c'est une très bonne initiative. Dans la mesure du mot, ça permet une très bonne collaboration et un très bon rapprochement entre les deux peuples. Et maintenant, il sera judicieux d'appliquer les recommandations qui ont été mises en place au niveau de cet acte-là. Donc cela pourrait apporter quand même pas mal de bonnes choses, surtout que ces deux pays sont d'amitié séculaire. Voilà, donc ça permet quand même les échanges. Sans mentir, pour le moment, les résultats ne sont pas tangibles. Sans mentir, les résultats ne sont pas tangibles. Et surtout, avec ces histoires la venue du coronavirus, la fermeture des frontières, ça fait qu'à l'heure là, on ne sent même pas ça. Je pense que le TAC aurait pu aider à soulager les populations, surtout les voyageurs. À l'instant, s'il peut ouvrir les frontières terrestres pour nous. Au départ, on faisait chaque année. Après, ils ont fait 2 ans pour quand même essayer d'améliorer, les résultats. Bon, jusqu'à là, moi je pense que c'est toujours, on donne des trucs et après, on ne voit rien d'autre. En tout cas, je ne suis pas satisfait. Par rapport à l'autoroute, il y a plus de 15 ans, on dit on aura autoroute. On a toujours parlé de ça dans le TAC, et puis il n'y a pas de résultat. C'est lié aussi au contexte, parce que quand on regarde un peu le contexte au niveau du Burkina, il y a le contexte sécuritaire, il y a le contexte aussi de la lutte contre le Covid. Donc, tous ces aspects-là, je pense que ça peut jouer négativement pour le démarrage d'un certain nombre de projets. Donc, les États doivent bien analyser ces différents contextes-là et puis commencer la mise en œuvre des projets essentiels dans le cadre du TAC. Quelle perception les citoyens ivoiriens ont-ils de ce traité d'amitié et de coopération? Suivant quelques avis recueillis par Seydou Ouattara. Le traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso va être une facilité même pour pouvoir traiter des affaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, étant 2 pays membres de la CEDEAO. Ce traité va faciliter vraiment la coopération entre les deux peuples des deux nations et surtout faciliter le développement de l'économie entre ces deux nations. J'attends vraiment qu'entre ces deux nations, qu'il y ait vraiment des accords qui puissent vraiment permettre aux populations de profiter, d'être à l'aise, surtout que ce soit au plan de la sécurité, de l'économie, vraiment, qui puisse être aussi une source d'emploi pour la jeunesse. Une fois entendu ça, puisque moi je ne suis pas encore allé sur le terrain aussi pour vous croiser, en fait, je ne connais pas le TAC. J'en ai déjà entendu parler et j'entendais via les journaux télévisés, la RTI.
Nous sommes des pays voisins, donc c'est bon de traiter des amitiés. Je pense que c'est une bonne chose. Mais déjà, nous sommes des pays frères. Il y a beaucoup de transactions entre les deux pays. Je n'ai pas de connaissances sur le TAC. C'est ma première fois d'entendre ça, sauf que souvent j'attends à la radio les matins, à la radio Côte d'Ivoire, quand on parle de réconciliation entre les deux pays, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Bon, ça m'impressionne un peu, mais c'est pas de quoi. Mais ça m'impressionne quelque chose en fait. Je connais le TAC, qui est le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Voilà, qui est à sa 9e édition cette année. C'est d'abord deux pays qui ont une longue histoire. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays qui sont liés depuis longtemps. Donc je crois qu'avec ce traité-là, il y aura beaucoup de choses qui vont encore se faire pour le bien-être de nos deux nations qui sont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Alors voici près d'un siècle que les destins du Burkina et de la Côte d'Ivoire s'entremêlent. Quels étaient nos liens avant les indépendances, Excellence Zongo? Merci bien, madame. Disons que les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très très anciens parce que les deux colonies ont été créées en 1919 et la colonie de la Haute-Volta a été, pour des raisons soi-disant liées à non-solvabilité, la colonie de la Haute-Volta a été démantelée en 1932 et presque 2/3 de la colonie étaient rattachés à la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que la frontière nord de la Côte d'Ivoire partait jusqu'à Tinkodoro. Et c'était pour faciliter en fait le transfert de la main-d'œuvre. Et c'est à cette occasion qu'il y a des villages qui ont été créés ici dans la Maraoué, en pays Gouro, notamment Koudougou, Tinkodoro, Koupela, Garango à Boaflé et Koudougou, Kaya, Ouagadougou à Zédoula. C'était pour faciliter en fait le transfert de la main-d'œuvre parce que en 1932, la colonie de la Haute-Volta faisait le tiers de la population de l'Afrique de l'Ouest. La colonie a été reconstituée en 1947, mais cela n'a pas mis en fait un train à l'interpénétration des relations parce qu'en temps à la création du RDA en 1946 au bord du Doliba, les pères fondateurs, et notamment Félix Houphouët-Boigny et Ouézin Coulibaly, ont travaillé ensemble de telle sorte qu'aux élections de 1951, il y avait une liste commune composée de Félix Houphouët-Boigny et de Ouézin Coulibaly. Il y avait une complémentarité en fait entre les deux colonies parce que la Côte d'Ivoire avait d'énormes potentialités, mais avait très peu de ressources humaines. On va revenir sur cette question de la complémentarité, Excellence. Mais comme vous le dites si bien, ce sont des relations intimes qui sont des relations séculaires, qui étaient nouées bien avant les indépendances. Les jalons au lendemain des indépendances ont été posés par les pères fondateurs. Vous avez cité le président Houphouët-Boigny, vous avez cité Daniel Ouézin Coulibaly, Maurice Amégo également. En quoi ont-ils marqué l'histoire des relations entre ces deux pays-là? Allez-y, monsieur. Je crois que les pères fondateurs, notamment le président Félix Houphouët-Boigny, était bien connu pour son ouverture aux pays frères. Et je crois que la marque qu'il a laissée le plus à la Côte d'Ivoire, c'est cet amour pour les frères voisins. Souvenez-vous de sa formule. Il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire soit une oasis de bonheur dans un désert de misère. Et cette ouverture s'est étendue non seulement au Mali, aux autres pays, mais en particulier à la Haute-Volta. Et je crois que cette fraternité a perduré tout le long du règne du premier président de la Côte d'Ivoire. Et il a donc marqué l'histoire des deux pays par ce rapprochement qui a facilité beaucoup de choses. Donc je retiens que, et je pense que les téléspectateurs peuvent retenir que Houphouët-Boigny a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, les relations, tout comme le président Maurice Yaméogo. Oui, M. Maes, sur la même question, de ces relations historiques qui se perpétuent aujourd'hui.
Ben, ce que je voudrais dire, c'est que les deux pays sont liés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par le même passé colonial, liés par une même communauté de destin, c'est le même peuple. Et il faut dire que déjà, nos pères fondateurs partageaient pratiquement la même vision, celle, n'est-ce pas, d'avoir un espace intégré. Et c'est de par cette vision, d'ailleurs, que déjà, au sortir, n'est-ce pas, des indépendances, ces deux pays ont formellement établi leurs relations diplomatiques à partir de 1966. Et puis, s'en sont suivis, n'est-ce pas, les dossiers de coopération pour essayer, n'est-ce pas, de développer cet espace qui leur appartient. Donc, je peux dire que, et ce qui est très marquant, c'est que les pères fondateurs, à l'époque, c'était des gens qui étaient véritablement unis par cette fraternité, par cette volonté, n'est-ce pas, d'aller ensemble, de bâtir ensemble leur pays. Alors, on va quitter les indépendances pour s'intéresser à l'histoire un peu plus ancienne. Et on sait que depuis les indépendances, les amitiés et inimitiés entre nos chefs d'État sont bien connues. On se souvient des tensions entre les présidents Henri Konan Bédié et Blaise Compaoré. Il y a eu une proximité entre le président Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré, des relations qui se sont distanciées par le temps. On a observé aussi par la suite une proximité entre les présidents Alassane Ouattara et toujours Blaise Compaoré. Et actuellement, les liens entre les présidents Roch Kaboré et Alassane Ouattara semblent être au beau fixe. Messieurs, en quoi et comment les relations entre nos chefs d'État ont renforcé ou fragilisé nos relations bilatérales? Quel est l'impact de leurs relations personnelles? Avant de répondre, je voudrais préciser que l'ambassade du Burkina a été ouverte en Côte d'Ivoire en 1960. Donc, peut-être qu'il y a eu une formalisation en 1966, mais l'ambassade a été ouverte en 1960. Et pour ce qui concerne l'impact des relations personnelles entre les différents présidents sur la nature des relations entre nos pays, parler d'inimitié sera, disons, un peu trop dit, parce qu'il y a la conscience de cette interpénétration et de cette complémentarité fait que les intérêts des pays, disons, imposent aux acteurs politiques le réalisme et le pragmatisme. Et moi, je ne parlerai pas d'inimitié parce qu'il y a des moments où on s'entend bien avec certaines personnes, même dans une même famille, il y a des gens qui s'entendent très bien, contrairement à d'autres. Alors, mais quand on regarde sur le long terme, il n'y a pas de variation majeure dans la consistance des relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est vrai, la proximité entre le président Félix Houphouët-Boigny et Maurice Yamiogo n'était pas de la même intensité que Félix Houphouët-Boigny et Lamizana, encore moins avec Thomas Sankara. Mais même après 1966, les relations ont continué à s'entretenir de façon, je dirais, très très bien organisée. Et que ce soit sous le président Henri Konan Bédié ou sous le président Laurent Gbagbo, les relations connaissent des fluctuations, mais je dirais que c'est des fluctuations dans les détails. Ce n'est pas dans la trame des liens entre les deux pays. Des relations qui alternent, Fatim l'a dit, donc le chaud et le froid, un cordon qui s'est souvent tendu mais qui n'a jamais rompu. Est-ce que vous direz que c'est le cours normal des relations entre les deux pays également? Mais moi, je pense qu'il faut ajouter à ce qu'il a dit en rappelant que la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta ont toujours appartenu aux mêmes organisations sous-régionales. Souvenez-vous du Conseil de l'Entente. Et que de toute façon, à ce niveau de responsabilité, on est bien conscient que l'intérêt du peuple, de l'État que l'on dirige, prend le pas sur les intérêts ou les ressentiments personnels. Dans ce sens-là, je crois que chacun de nos dirigeants a toujours fait preuve de hauteur d'esprit pour voir l'intérêt du pays qu'il dirige. Et il faut savoir que malgré ce que je peux appeler des bisbilles de famille, on a toujours su remonter et voir le bien-être des populations. Je voulais rebondir pour dire que je suis parfaitement en phase avec les ambassadeurs, mais pour dire qu'effectivement, la proximité joue un rôle très, très important
dans le développement et dans les relations intervoisinage. Il faut dire que, de ce point de vue, il est arrivé, n'est-ce pas, de par l'histoire, que du fait de certains facteurs géopolitiques, il y a eu par moments des froids entre nos dirigeants. Mais ce qui est formidable et ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que la constance, il y a une ligne qu'on n'a jamais franchie. C'est-à-dire la ligne qui est que ces deux pays frères, ces deux pays qui sont appelés à vivre ensemble. Et je pense que de ce point de vue, nos dirigeants l'ont bien compris et ils n'ont jamais pu franchir cette barre rouge. Et je voudrais souligner ici pour dire que le président Alassane Ouattara, dès sa prise de pouvoir, est venu, n'est-ce pas, de par sa vision, il est venu booster ces relations. Parce qu'il faut dire que ces relations, c'est vrai, elles étaient là, mais il a donné une autre portée à ces relations. De sorte qu'aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, du traité d'amitié qui avait été créé effectivement en 2008, mais quand il est arrivé en 2011, il a donné une autre tournure, une autre connotation à ce traité d'amitié qui est devenu aujourd'hui un véritable cadre de concertation entre ces deux pays. À présent, focus sur la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. C'est un reportage que nous propose Sidonie Davila. Pascal Ouedraogo est né en Côte d'Ivoire. Il a fait ses cycles primaires et secondaires à Dabou dans le sud du pays avant de rejoindre le Burkina Faso, son pays d'origine. Pascal Ouedraogo est trempé depuis son enfance dans la culture ivoirienne. J'aime beaucoup le zouglou, je dis par exemple. Et donc, par moments, quand je vais vibrer, quand je vais me sentir, c'est-à-dire je vais me défouler, il y a des quartiers zouglou, je vais dire, il y a des maquis qui jouent ces sons-là. Aujourd'hui, il est directeur des études de la planification et des statistiques à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Mais son intégration dans la culture burkinabé n'a pas été facile. D'abord, on vient sans les parents et on nous confie donc à des personnes qui entendaient parler de nous, qui ne connaissent pas nos habitudes, on ne connaît pas les habitudes. Donc on peut avoir souvent des comportements qui pourraient être interprétés autrement alors que c'est naturel pour nous, eu égard à la culture dans laquelle on a été bercé. Et donc c'est ce mélange de chaud et de froid-là qu'il va falloir donc jauger pour essayer de mieux s'intégrer. Ivoirien dans l'esprit, et il n'est pas seul dans ce cas. Les pieds au Burkina Faso et la tête en Côte d'Ivoire, David est chargé de mission. Quand nous sommes arrivés, on a constaté que, mais attends, le Burkina a des qualités. Quand on regarde au niveau des infrastructures, il y avait également des éléments quand même qui nous donnaient une certaine fierté. Parce que nous aussi, quand on vient, il y a aussi cet esprit-là de concurrence saine, de vouloir que notre pays puisse atteindre quand même le niveau de développement de la Côte d'Ivoire. C'est en 2001 que David est rentré à Ouagadougou pour poursuivre ses études. Pour lui, le croisement s'est fait au niveau de la langue, de l'accent, des habitudes. Quand vous vous exprimez, automatiquement, tout le monde commence à dire « mais tiens, on vous traite d'Ivoirien ». Voilà. Voilà, que tu es Ivoirien. J'ai dit non, je suis burkinabé. Que non, toi tu es Ivoirien. Donc en réalité, on est taxé, on est qualifié d'Ivoirien. Cela ne facilite pas forcément l'intégration. Voilà, mais je pense qu'avec le temps, l'intégration progressivement est arrivée quand même à prendre le dessus. Une fois au Burkina Faso, des milliers d'étudiants burkinabés ayant vécu en Côte d'Ivoire se retrouvent liés par le même destin. Je suis venue, à peine 6 à 7 mois, je suis repartie. Je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, je n'avais pas assez d'amis ici. Donc je suis repartie en Côte d'Ivoire, allée faire 2 mois, revenue. L'année qui a suivi encore, je suis partie, je suis revenue. Je dis mais finalement, si c'est comme ça, je ne vais jamais m'intégrer. Je vais m'y forcer. Mais voilà que ça fait 3 ans, disons 4 ans maintenant que je ne suis plus repartie en Côte d'Ivoire. Je pense que ça commence à aller. Parmi eux, des cadres supérieurs. Le ministre de la fonction publique, Seni Ouedraogo. Moi, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Et puis, après avoir obtenu le bac en 1996, le bac A2, je suis rentré à Ouagadougou. Il suffit de regarder la composition de notre gouvernement. Plusieurs ministres issus de ce qu'on appelle la diaspora. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration à avoir, peu importe les origines. De toute façon, l'homme a toujours été l'objet d'un métissage culturel. Et pour moi, c'est une force plutôt que d'être un handicap.
De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, un brassage culturel profitable. La réalité est que quand ils arrivent, c'est un choc entre deux cultures. On apprend beaucoup de ces gens-là parce qu'ils viennent chargés de la culture ivoirienne. Et c'est ça aussi qui fait un peu la plus-value dans la rencontre entre ces deux entités-là. Burkinabé et les Tenga, comme nous on les appelle ici, les Tenga et la diaspora. L'association des anciens élèves de Dabou, mieux l'association des étudiants burkinabés ivoiriens, s'apparente à une deuxième famille. Une solidarité soutenue par les aînés avec à la clé la pérennisation de la communauté pour une meilleure intégration des membres. Il faut dire que ça a commencé déjà avec les grands frères. Nous nous retrouvons pour échanger un peu sur comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour ne pas trop stresser et comment on fait pour s'aider mutuellement. Aruna Nikema, directeur général de société, fait partie des soutiens de ces jeunes. On avait un choix entre rester en Côte d'Ivoire, être non boursier, et puis venir au Burkina être boursier. Bien évidemment, le jeune étudiant a choisi d'avoir la bourse. En début des années 90, nous sommes parmi les premiers à être rentrés après le bac. Et on a eu des difficultés pour s'intégrer, d'énormes difficultés. Et ce qui fait qu'on s'est tous promis que si on arrivait quand même à avoir une réussite, je dis bien relative, on aiderait ceux qui viendraient après nous. C'est ainsi que moi j'ai trouvé tout à fait normal que tous les jeunes frères qui sont rentrés après moi, je puisse les soutenir, leur donner mon expérience, partager avec eux mes connaissances du terrain et puis les soutenir tant que je peux, d'une manière ou d'une autre. Le soutien à la diaspora, comme on appelle ces jeunes burkinabés ivoiriens, est aussi psychologique. En somme, ils vivent à leur arrivée une sorte d'épreuve d'intégration dans une société à laquelle ils appartiennent. Historiquement, quand on regarde le phénomène diaspora ici, au départ, c'était un mot marginalisant. Quand on disait que vous êtes diaspora, c'est un peu marginal. Ça sent l'exclusion. Mais au fil des temps, la dynamique a fait en sorte que beaucoup se sont appropriés les concepts et en font maintenant un concept de désignation de soi. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont fières de dire ben, « moi je suis diaspora ». Maintenant, la nouvelle situation, ce n'est plus les autres qui vous représentent comme diaspora, mais c'est vous qui vous présentez comme diaspora dans l'envie de créer une différence avec les autres. La vie des diasporas est faite de nostalgie, de souvenirs non effacés. L'envie de la loco, de la tiéké, parler le nouchi, l'argot ivoirien, des empreintes indélébiles de la culture ivoirienne. Au pays des hommes intègres. On vient chez nous. J'ai un poteau, c'est pas ça? Ouais. Donc il faut garder ça en toi. C'est que c'est ça, j'ai le vieux. Non, il n'y a pas de drame. Moi, c'est calé, non. Soro Kapieltian, vous êtes ambassadeur donc, de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Faites-nous l'état des lieux de la diaspora ivoirienne dans ce pays. Combien sont-ils et quelles sont finalement leurs occupations là-bas? Si vous voulez aller dans l'ordre de la comparaison, bon, il n'y a pas de comparaison à établir entre le nombre de Burkinabés en Côte d'Ivoire et le nombre d'Ivoiriens au Burkina Faso. Néanmoins, il faut savoir que des Ivoiriens vivent au Burkina Faso et ils trouvent leur bonheur, ils vivent très bien. On a vu tantôt le cas d'un couple mixte. Donc, il y a une bonne diaspora aussi au Burkina Faso. On peut avoir des chiffres? Alors, essayer d'illustrer vos alors, propos. il faut savoir que dans cette communauté ivoirienne, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui sont allés au Burkina par le fait d'une affectation de leur entreprise privée ou bien par le fait d'un détachement au niveau du gouvernement. Il y a cette catégorie-là. Et puis, il y a monsieur et madame tout le monde qui est allé chercher son bonheur et qui a trouvé un bon accueil. Au niveau des chiffres, à l'ambassade, nous pouvons dire que nous avons immatriculé environ 3100, 3200. Actuellement, 3100 Ivoiriens qui vivent au Burkina. Je dis bien immatriculés à l'ambassade. Parce que beaucoup sont là et ne se signalent pas. Et bon, ils vivent en famille, avec des amis, dans leur lieu de travail. Malheureusement, on ne se rend compte de cela que quand il y a des cas de malheur.
Néanmoins, ceux qui sont immatriculés à l'ambassade et connus donc officiellement, ils sont entre 3 000 et 3 500, nous allons dire, parce qu'il y a le consulat honoraire à Bobo-Dioulasso et l'ambassade qui immatricule de part et d'autre. Monsieur Zongo, on va vous poser la même question. Quelle est la description que l'on peut faire aujourd'hui de la diaspora burkinabé ici en Côte d'Ivoire? Selon le recensement de 2014 effectué par l'État de Côte d'Ivoire, il y a 3 553 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire qui se concentrent essentiellement au sud et à l'ouest. Une grande partie a moins de 30 ans, près de 50%. Et par contre, il y a à peu près 1 500 000 qui sont immatriculés à l'ambassade. Nous avons un système biométrique qui permet de centraliser toutes les immatriculations. Et dans quel domaine d'activité on les retrouve pour la plupart? Avant de répondre sur les domaines d'activité, je voudrais préciser que sur les 3 553 000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, 60,54% sont nés en Côte d'Ivoire. Donc, ce chiffre évolue en fonction des recensements, puisqu'il était de 48% en 1998. Ils sont essentiellement employés en milieu rural, dans le commerce et, disons, des activités non qualifiées en ville. Ce qui fait qu'on peut même dire qu'on les retrouve dans tous les secteurs de l'économie, mais principalement dans l'agriculture. On va s'intéresser au... Voilà, on va s'intéresser maintenant au TAC. Voilà, la 9e édition. Voilà, la première édition donc, qui s'est tenue le 15 septembre 2009, c'était à Yamoussoukro. Monsieur Maes, quels étaient les objectifs qui avaient milité en faveur de la mise en place de ce traité d'amitié et de coopération? Il faut comprendre que le TAC, comme on le dit, traité d'amitié et de coopération, est avant tout un instrument de coopération. Coopération pour un développement intégré entre les deux pays. Et c'est également un cadre de concertation permanent entre les autorités de ces deux pays pour, n'est-ce pas, comme vous avez dit, atteindre les objectifs qui sont, n'est-ce pas, qui sont constants, qui sont ceux, n'est-ce pas, de la préservation de la paix, de la sécurisation de cet espace et de la création du bien-être des populations et surtout de faire en sorte d'avoir des projets structurants, développant en commun pour avoir un espace intégré développé. Donc, voici véritablement les enjeux, les objectifs qui sont autour, n'est-ce pas, de ce cadre de concertation. Ce qui fait que, comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons organisé, les deux pays ont tenu, n'est-ce pas, un conseil de gouvernement conjoint, n'est-ce pas, pour entériner un certain nombre de recommandations. Et c'est en même temps un moment privilégié de recommandations, d'évaluation de la coopération, mais c'est en même temps également un moment privilégié de retrouvailles. Donc, c'est ce que je peux dire sur cela. Alors, 12 ans déjà que le TAC existe, de grandes ambitions affichées. Quels sont finalement les acquis que l'on pourrait mettre à l'actif de ce traité d'amitié et de coopération, messieurs? Les acquis? Allez-y. Oui, mais je pense que les acquis du TAC ne sont pas forcément ce que l'on veut voir des yeux avant de croire, si je puis m'exprimer. Vous savez, le voisinage entre deux pays n'est pas toujours facile à gérer. Et à mon sens, l'acquis le plus important, c'est la paix. La paix entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est le TAC qui permet cette situation? Non, je n'ai pas dit que c'est le TAC qui permet, mais le TAC est fait pour renforcer, pour conforter et pour garantir des lendemains paisibles aux deux populations. Parce que plus on se parle dans la famille, mieux on se comprend. Et plus on vit ensemble, plus facilement les problèmes se règlent. Le linge sale se lave plus facilement. Monsieur Zongo, sur ces acquis, on a écouté les populations dans les micro-trottoirs. Visiblement, les populations attendent que les choses se concrétisent et puis beaucoup estiment que jusqu'à présent, ils ne voient pas grand-chose. Et je vais aborder dans le même sens que mon collègue, l'ambassadeur Soro, parce que très souvent, on s'attend à voir des choses spectaculaires,
alors qu'on passe à côté de l'essentiel. Le traité d'amitié et de coopération permet de discuter sereinement de problèmes sérieux. Et ça, c'est fondamental. Ce qui fait qu'on trouve des solutions consensuelles. Et comme ces solutions sont consensuelles, on ne voit pas les problèmes, on finit par dire qu'il n'y a pas de solution. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le traité d'amitié et de coopération permet de discuter de façon, je dirais, sereine de problèmes sérieux qui, sans ce contexte-là, auraient pu contribuer à détériorer les rapports entre les deux pays. Et là, on se serait rendu compte que les infrastructures n'ont aucune importance. Alors, on a écouté, parlant par exemple de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, les gens disent qu'ils attendent, qu'on ne voit rien. Mais celui qui prend la route à part de Yamoussoukro, il voit que l'infrastructure est là. Et quand on va un peu plus loin, il y a les études qui ont été faites, il y a des financements qui sont mobilisés. Mais qu'on sache qu'une autoroute ne se construit pas comme on construit une case. C'est quelque chose qui nécessite de la mobilisation de moyens. Et il faut avoir la patience pour qu'on puisse réaliser des infrastructures de qualité. Mais on parle quand même de 12 années. Et là, à l'issue de cette 9e édition, dont on va parler immédiatement, encore une fois, vous avez demandé à ce que nos États collaborent pour réclamer des investissements. Donc on a l'impression que ce sont toujours les mêmes constats à l'issue de ces éditions. Mais intéressons-nous dès à présent à la 9e édition de ce TAC. Voilà une 9e rencontre du traité d'amitié et de coopération qui a pris fin aujourd'hui même avec le Conseil des ministres conjoints. Plusieurs points importants ont fait l'objet de discussions entre les deux parties. Pour quels résultats? Écoutons les deux ministres des Affaires étrangères qui nous font le point. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères et son homologue burkinabé préparent le Conseil conjoint de gouvernement sur la base des informations contenues dans le rapport produit par les experts au cours de 2 jours de travail en commission et en plénière. Kandia Camara et Alpha Barry examinent les dossiers. Notre capacité à trouver des solutions devrait davantage renforcer notre outil d'intégration bilatérale qu'est le TAC. En espérant de fructueux résultats, je souhaite plein succès à nos travaux. Sur la table de discussion, des sujets aussi divers que variés. Il nous faudra procéder à l'examen des nouveaux centres d'intérêt identifiés par nos experts et les dossiers dits spécifiques pour lesquels il nous reviendra de proposer des directives politiques nécessaires pour un traitement efficace et efficient des dits dossiers en prenant en compte les enjeux de la sécurisation de nos pays face au péril du terrorisme. Après avoir examiné, amendé et validé par la suite les différents sujets, Kandia Camara et Alpha Barry vont les soumettre aux différents premiers ministres pour le Conseil conjoint de gouvernement dans le cadre du TAC. Un reportage de Sidonie Davila. Alors l'organisation de cette 9e édition, messieurs, semble particulière. Le TAC qui traditionnellement se tient à Yamoussoukro a été délocalisé dans la capitale économique à Abidjan. Sa durée a été raccourcie et surtout les chefs d'État ne se rencontreront qu'à une date ultérieure. Qu'est-ce qui justifie tous ces changements? Est-ce que le TAC a failli ne pas avoir lieu cette année? Merci Madame Fatim de me poser la question. Mais je voudrais vous dire que le TAC est un traité d'amitié, c'est d'abord et avant tout un cadre de concertation. Et le cadre de concertation, il peut se faire à tout moment. Et il est même bien indiqué que c'est un cadre de concertation permanent. Donc c'est vrai que les deux pays ont adopté des réunions statutaires. Mais au-delà des réunions statutaires, la concertation, elle se fait à tout moment. Et il faut dire que c'est vrai, on a habitué nos populations à un moment donné précis de l'année d'organiser donc la conférence au sommet. Généralement, c'est au cours du mois de juillet. Mais avant la conférence au sommet, c'est vrai qu'il y a d'autres réunions statutaires qui se tiennent. Mais au-delà de ces réunions statutaires, il faut dire que vous le voyez très souvent, à travers le ballet, à travers les visites de nos personnalités, les visites se font réciproquement dans les deux pays. Et donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une véritable constance. Donc, cette année, le TAC, c'est vrai, il va se tenir en 2 segments, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une conférence au sommet.
cette conférence au sommet se tiendra à une date ultérieure, elle se fera. Et c'est certainement, et il faut dire que notre traité, il s'adapte aux contingences. Mais certains médias qualifient, dès ce matin, on voyait dans la presse, autant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire, certains médias qualifient très clairement cette rencontre de TAC d'un TAC au rabais. Qu'en pensez-vous? Oui, ils peuvent dire ce qu'ils en pensent, mais en réalité, ça ne peut pas être un TAC au rabais. Vous savez pourquoi? Parce que le développement est un processus, et un processus qui s'intègre dans la durée. Et donc, c'est vrai que l'impatience, souvent des gens, l'impatience de voir les résultats très tôt établis, donne l'impression au commun du mortel que les choses ne bougent pas. Mais en réalité, et comme le disait mon frère l'ambassadeur Soro, il y a des choses qu'on ne perçoit pas parce qu'on les vit au quotidien, on a l'impression de les banaliser. Quand deux pays sont en guerre, vous comprenez très tôt qu'on apprend rapidement à aimer la liberté, à aimer l'esprit de bon voisinage. Et donc ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Et c'est des valeurs que le TAC arrive à préserver parce que nos autorités sont tout le temps en train de communiquer. Alors, les deux chefs d'État auraient donné donc pour instruction pour ce TAC-là, pour que ce soit un TAC des peuples pour cette 9e rencontre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, peut-être, messieurs les ambassadeurs? Mais je pense que, comme il l'a dit, le développement est un processus et le bon voisinage doit s'entretenir. Parce qu'on a coutume de dire que l'amour, ça s'entretient. Entre deux peuples, c'est encore beaucoup plus important. Au quotidien, il faut se parler, il faut se fréquenter, il faut vivre ensemble pour mieux se comprendre. Parce que les barrières s'érigent par l'incompréhension ou le manque de communication. Quand vous voyez comment nos dirigeants fraternisent, notamment les ministres, entre homologues de part et d'autre, vous comprenez que le TAC est un cadre spécifique et particulier. Et l'instruction cette année, c'était un TAC des peuples? Si vous permettez, avant d'en arriver là, je voudrais quand même insister pour dire que l'esprit de bon voisinage doit être approfondi. Et cela commence par la tête de l'État. Et dans notre cas ici, le TAC est non seulement un cadre de concertation bilatérale, mais il va au-delà, puisque dans la tradition diplomatique, on tient des commissions mixtes de coopération bilatérale. Et généralement, ces commissions mixtes se tiennent tous les 2 ans. Nous, dans notre cas, le TAC se tient tous les ans. C'est vrai, on veut passer maintenant au rythme de 2 ans. Mais il faut savoir que ce qui a été parcouru jusqu'ici a été fait annuellement. Et ça donne l'occasion d'aborder tous les sujets, de sorte que on règle, on anticipe en fait sur les difficultés. Mais alors, justement, cette instruction justement de tenir un TAC des peuples, est-ce à dire que jusque-là, ce n'était pas le cas peut-être? Oui, monsieur. Oui, moi, je pense qu'il faut insister pour qu'on ne réduise pas le TAC à certains aspects et à certains lieux. Le TAC, c'est un processus avant la tenue du TAC. Et il y a des rencontres, et ça, c'est ça qui prépare en fait les travaux. Et le fait particulier que cette année, le TAC ne se tienne pas à Yamoussoukro ne signifie en aucun cas un événement dont on veut se débarrasser de façon protocolaire. Au contraire, toutes les étapes ont été suivies. Et pour des questions de contraintes de calendrier, les chefs d'État n'ont pas pu se rencontrer, mais cela n'a pas été annulé. Moi, je pense que c'est un fait qu'il faut noter. Quand on parle du TAC des peuples, ça veut dire que c'est la capacité à amener la population à comprendre ce qui s'est fait qu'il faut comprendre par là. Et il ne sert à rien de travailler à huis clos, aboutir à des résultats et donner par la suite, laisser par la suite l'impression que rien n'est fait. Or, c'est ce qu'on constate actuellement. Le reportage l'a montré, beaucoup de personnes ont le sentiment que le TAC, en fait, c'est comme du folklore où des experts se rencontrent, alors que ce n'est pas vrai.
Alors, rentrons dans le concret, le vif du sujet, hein, avec des sujets qui préoccupent les populations, notamment les frontières terrestres entre les deux pays qui sont fermées depuis mars 2020 pour contrer la propagation du Covid-19, une décision aux lourdes conséquences pour les populations. Messieurs, a-t-on pris la mesure de l'impact réel de cette décision sur les deux pays? Merci, Madame Fatim. Mais bien avant de répondre à votre seconde question, je voudrais véritablement rebondir sur la question du TAC des peuples. Effectivement, entendre dire certaines personnes qu'il s'agit du TAC des peuples, mais je pense que l'objectif est pratiquement atteint. Parce qu'en réalité, quand un chef d'État a une vision de développement, cette vision de développement doit aboutir à quoi? Au bien-être des populations. Donc en réalité, c'est un TAC qui prend en compte les préoccupations de nos populations. Donc dire aujourd'hui que le TAC est devenu un TAC des peuples, mais c'est répéter, c'est dire que véritablement, ce TAC-là est en train d'atteindre ses objectifs. Maintenant, pour les frontières, je voudrais dire que vous avez déjà répondu à la question. Parce qu'aujourd'hui, la Covid-19 est une crise. La Covid-19 est mondialement reconnue. La Covid-19 a un impact mondial. C'est une crise sanitaire. Et de ce point de vue, tous les États du monde ont entrepris, n'est-ce pas, de respecter les mesures barrières, ont entrepris, n'est-ce pas, de contrer la propagation de ce virus. Et pour obéir donc aux directives de la CEDEAO, aux directives de l'OMS de par le monde, aujourd'hui, vous comprenez que les États entreprennent, n'est-ce pas, de fermer momentanément leurs frontières. Excusez-moi, dans ce cadre justement du traité d'amitié et de coopération, on aurait pu pousser les choses plus loin pour avoir des décisions communes, notamment sur la gestion de cette crise sanitaire, pour montrer à quel point nos relations bilatérales sont spécifiques au sein de cette CEDEAO. Mais bien sûr. Ça nous étonne. On aurait pu pousser les choses plus loin. Avant de permettre, n'est-ce pas, à mes collègues, n'est-ce pas, de répondre, de réagir là-dessus, je veux dire qu'effectivement, la question est importante. Et nos autorités, nos communes, ont une claire conscience de la réalité des choses. La preuve, elles mutualisent leurs efforts dans la lutte aujourd'hui contre la propagation de la Covid-19. Donc, c'est un effort mutuel qui est fait, mais quelque part, ici, il y a des mesures conservatoires qu'on prend, mais ça ne voudrait pas dire qu'on fermera les frontières de façon permanente. Oui, mais déjà, les populations voient les tracasseries. Oui, mais il faut toujours avoir à l'esprit. On parlait, par exemple, de l'axe Paris-Berlin, voilà, pour comparer un peu. Oui, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il n'aurait pas fallu, au lieu d'évoluer en vase clos, de trouver des solutions. Non, on ne peut pas évoluer en vase clos quand on a affaire à une pandémie qui est un fléau mondial. Vous savez que cette maladie a imposé des situations inédites parce que vous ne pouvez pas fermer votre frontière et même quand vous voudrez la fermer, la population peut contourner. Et si vous fermez, que l'autre n'a pas fermé, qu'est-ce qui se passe? La maladie va passer tout de même. Alors, les décisions qui ont été prises ne peuvent pas sortir du cadre de l'entente avec la CEDEAO d'abord, ensuite avec l'Union africaine et d'autres organisations plus élargies. Donc il faut toujours tenir compte de cet aspect mondial de la Covid et des décisions qu'on doit prendre. C'est ce qui explique qu'on ne peut pas demander à deux pays, bon, ouvrez vos frontières entre vous pendant que les autres ont fermé, ou bien vice-versa. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qui se fait comme décision, ce qui se prend, c'est toujours dans l'intérêt des populations, même s'il y a un prix à payer. Mais justement, est-ce que les liens fonctionnels entre les deux pays ne sont pas particuliers? Parce qu'aujourd'hui, malgré la fermeture, il y a des gens, il y a de part et d'autre aujourd'hui qui, quelle que soit la barrière, c'est bien ce que j'expliquais. Vont tenter de passer, M. Zongo. Alors, vous ne pouvez pas, même si vous fermez, que le voisin, lui, n'a pas agi de la même façon, le problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qui a fermé, qui n'a pas fermé? Non, je ne parle pas particulièrement de ça. C'est pour vous dire que le problème doit être réglé dans un cadre plus élargi et de façon concertée. D'accord. Moi, je voudrais quand même attirer l'attention des uns et des autres que nonobstant la fermeture des frontières, il y a des dispositions qui sont prises pour permettre, pour des raisons humanitaires, de circuler entre les deux pays. À l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, nous signons par semaine entre 200 et 300 laissez-passer. Et cela s'est fait gratuitement. Et ces laissez-passer permettent aux détenteurs d'aller et de venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que
le cas actuel ne peut pas être traité de façon bilatérale parce que la pandémie n'est pas bilatérale. C'est un problème mondial et au niveau de la sous-région, nous avons deux entités. Vous avez l'espace UEMOA, vous avez l'espace CEDEAO. Et l'ouverture des frontières ne peut se réaliser que dans ce cadre-là. Supposons que nous ouvrons les frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire seulement. Qu'est-ce qu'on dira du Ghana? Qu'est-ce qu'on dira du Libéria? Qu'est-ce qu'on dira du Niger? Plutôt du Mali? Et à la limite, la question que l'on pourra se poser, c'est pourquoi nous avons des instruments communs et c'est entre les deux pays seulement on ouvre les frontières. Je pense qu'il faut comprendre que les souffrances des populations sont réelles, mais dans le cadre actuel de la pandémie, se précipiter pour ouvrir les frontières en ne tenant pas compte des implications, entre deux pays, en ne tenant pas compte des implications avec les autres pays, ça risque de créer plus de tort. Est-ce à dire, parce que le sujet était inscrit bien sûr aux discussions à ce 9e traité d'amitié et de coopération, est-ce à dire que pour la réouverture des frontières, ce n'est pas demain la veille, M. Maïs? Eh bien, je voudrais dire que nous sommes dans une situation inédite. Une situation inédite, disposition inédite. Donc, effectivement, la fermeture des frontières a des conséquences, a un impact. Mais, comme on le dit, mieux vaut se prémunir momentanément, préserver des vies. Parce que si nous ouvrons les frontières sans prendre les dispositions qu'il faut, alors vous conviendrez avec moi que nos autorités ne feront pas œuvre utile. Parce que la finalité répond à quoi? Répond au fait qu'il est nécessaire pour nous de préserver le bien-être des populations, de préserver la santé de nos populations. Et donc, évidemment, pour vous dire que c'est une situation momentanée, et les dispositions, effectivement, la question de la réouverture a été l'une des thématiques de ce Conseil conjoint de gouvernement. Et à ce niveau, les autorités ont bien compris la nécessité, n'est-ce pas, de prendre les garde-fous, les dispositions et aller surtout progressivement en réaction. Il n'y a pas de date actuellement posée pour une hypothétique ouverture des frontières à l'issue de cette nouvelle mission? Je pense que même s'il devait y avoir une date, ce n'est pas dans un cadre bilatéral. C'est pour informer les populations. Donc, oui, pour l'instant, je comprends. Parce que des deux côtés de la frontière. Chaque fois que nous recevons des gens à l'ambassade à Ouagadougou, par exemple, la plupart des personnes demandent à quand la réouverture des frontières. Voilà. Mais je signalais tantôt que la décision de la fermeture n'est pas une décision bilatérale. Il faut bien se souvenir de cela. Il y a eu un sommet de la CEDEAO qui a décidé de concert pour faciliter la gestion de la situation. Donc, deux pays ne peuvent pas... La réouverture des frontières ne dépend pas du TAC. Il faut le dire simplement et clairement. Qu'on le comprenne. Non, mais l'ouverture des frontières... Ça ne dépend pas on peut le comprendre mieux ainsi. Oui, je pourrais répondre pour dire que avant la Covid, est-ce que les deux États avaient, ou un des États avait fermé la frontière? Non. Pour dire que cette fermeture, elle se fait dans un contexte particulier. Mais pourquoi vous en discutez si vous n'avez pas la capacité ou les compétences pour pouvoir régler cette question? Pourquoi venir mettre ça sur la table? La décision de fermeture elle-même n'a pas été prise dans un cadre bilatéral. S'il vous plaît. Mais vous en parlez dans un cadre bilatéral. Oui, parce que c'est le quotidien des populations aussi. Oui, moi je pense qu'on doit comprendre qu'il y a eu des discussions. D'abord sur les conséquences de la fermeture de cette frontière, sur la nécessité de réfléchir à comment ouvrir les frontières sans que cela n'entraîne des conséquences sanitaires désastreuses. Et ça a été fait. Mais si on veut, disons, limiter la question de l'ouverture des frontières entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on va oublier que la pandémie n'existe pas seulement entre les deux pays. Donc, on en discute. Au sein de la CEDEAO, ça s'est discuté et il y a des dispositions qui seront prises pour rouvrir les frontières. Mais comprenez que, en dépit de l'impatience des populations qu'on comprend, il faut prendre des dispositions pour éviter
que l'ouverture des frontières n'entraîne des conséquences non maîtrisables. Alors, et justement, pour terminer, il faut dire que dans le cadre de ce TAC, il est question, n'est-ce pas, de procéder tout doucement à une réouverture maîtrisée, n'est-ce pas, de nos frontières. Ce qui veut dire, très concrètement? Eh bien, ce qui veut dire très concrètement que cette réouverture se fera, n'est-ce pas, dans un cadre balisé, qui obéit, n'est-ce pas, à des dispositions précises, de sorte qu'un exemple, aujourd'hui, pour se déplacer, il faut, n'est-ce pas, faire ces tests PCR. Il faut, n'est-ce pas, faire ces tests Covid. Et donc, c'est dans un cadre maîtrisé que progressivement, nous ouvrirons donc nos frontières. Donc avec des préalables à respecter. Avec des préalables, oui. Pour aller dans le même sens. J'aimerais qu'on avance, s'il vous plaît, dans le débat, parce que les questions et préoccupations sont nombreuses au niveau des populations de nos deux pays, notamment le terrorisme, qui semble... La question sécuritaire, effectivement. Tout à fait, qui semble gagner du terrain après le Burkina. La Côte d'Ivoire a subi ses premières attaques. Aujourd'hui, comment les deux pays envisagent-ils le combat contre cette menace? Bon, sur ce point, je pense que si vous avez bien suivi, la CEDEAO a pris le problème à bras-le-corps. Il y a même eu un sommet de la CEDEAO à Ouagadougou sur le sujet. Et la Côte d'Ivoire, quoique ne faisant pas partie du G5 Sahel, a toujours été aux côtés des pays voisins frappés par ce fléau en première ligne. Alors, la gestion est communautaire et le souci est partagé par tous les pays voisins de ceux qui sont en première ligne. Le terrorisme, aujourd'hui, personne ne peut prétendre le maîtriser ou prédire les lendemains de la situation. Mais sachez que chaque fois qu'un pays voisin, par exemple, a été frappé, la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés. Maintenant, la Côte d'Ivoire est frappée. La situation ivoirienne aussi nous intéresse. Oui. Au-delà de celle de nos voisins. Mais c'était même pour anticiper cela et de toute façon pour manifester la solidarité. Parce que même ceux qui n'ont pas encore été touchés se sentent concernés. Voilà. Justement, dans le cadre de la lutte concertée contre le terrorisme, les premières actions qui sont menées, c'est le partage des informations. Parce que les terroristes se jouent des frontières. Ils s'organisent et justement utilisent les frontières pour pouvoir mener à bien leurs objectifs. Donc, le partage des informations. Ensuite, les opérations conjointes. Vous vous souvenez en 2020, l'opération Komoé au niveau des frontières, justement parce qu'il y a des espaces protégés et qui sont souvent utilisés comme des sanctuaires par les terroristes. Et au regard donc des règles internationales, une armée ne peut pas enjamber une frontière pour aller dans un autre pays. Donc ces opérations conjointes permettent en tout cas de nettoyer, si vous me passez l'expression, ces espaces qui sont susceptibles d'abriter des groupes terroristes. Mais ce qui est le plus important qu'il faut noter, c'est que c'est une vision commune qui est en train d'être adoptée pour pouvoir, disons, mutualiser les efforts. Ça, c'est fondamental. Et les terroristes, au début, si vous prenez le cas du Burkina, nous disions que ça se passe au Mali. On disait que ça se passe au Niger, jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Et on a commencé à dire que c'est les Maliens qui viennent chez nous. Voilà, avant de se rendre compte que ce sont des Burkinabés qui attaquent le Burkina. Donc, ces expériences-là sont capitalisées et le partage des informations, vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de la Côte d'Ivoire a fait le tour des pays voisins. C'était pour justement voir dans quelle mesure, disons, renforcer le partage des informations, mutualiser les efforts pour, au niveau des zones frontalières, empêcher que des niches de terroristes ne s'installent. Monsieur Maes, concrètement, sur cette question cruciale de la menace sécuritaire, quelles sont les orientations à l'issue de ce 9e TAC? Les orientations à l'issue de ce 9e TAC, j'allais dire à l'issue de ce conseil conjoint de gouvernement, c'est surtout la nécessité, n'est-ce pas, de renforcer la coopération policière, la coopération de nos armées, comme l'ambassadeur Zongo l'a dit, important pour nous, n'est-ce pas, de mutualiser nos efforts, parce que nous sommes dans le cadre d'une gestion asymétrique, parce que le péril terroriste
n'obéit pas aux conventions, aux guerres conventionnelles, aux luttes conventionnelles. Et donc, de ce point de vue, nos États sont obligés de renforcer leur dispositif, donc renforcer le cadre institutionnel à travers, donc, comme il a dit, le partage de renseignements, et renforcer donc les capacités de nos forces de défense pour pouvoir donc sécuriser l'espace intégré que constituent donc ces deux pays. Parce que sans sécurisation, il n'y a pas de développement. Alors avant de s'intéresser au cas de l'autoroute à Yamoussoukro-Ouagadougou, j'aimerais qu'on revienne sur la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Il a été dit à l'issue de ce conseil de gouvernement conjoint, commun, qu'en cas de non-réaction du partenaire Bolloré Transport Logistique dans les délais, les deux parties se réservent le droit de dénoncer la convention initiale et confier la réhabilitation donc, de ce chemin de fer en BOT à un nouvel opérateur. Que s'est-il passé exactement? Vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce qui se passe avec cette structure et ce chemin de fer? Non, ce qui se passe, c'est simplement que les deux États négocient, n'est-ce pas, avec Sitaraï pour permettre, n'est-ce pas, d'avancer vers la réhabilitation de ce chemin de fer qui est vieux, que tout le monde sait. Et donc, c'est vrai que les États ont émis des hypothèses, mais des hypothèses, c'est-à-dire que si les choses n'avancent pas, on pourrait, n'est-ce pas, orienter les choses de telle façon. Mais en réalité, c'est pour dire que les deux États privilégient donc la négociation avec Sitaraï. Donc, il y a des préalables, n'est-ce pas, qui sont posés, c'est vrai. Mais nous sommes convaincus que d'ici peu, les choses pourront aller mieux pour que dans un très proche avenir, n'est-ce pas, on puisse aller vers une solution consensuelle. Parce que nos deux États privilégient la discussion, aller vers... Donc... Quels sont les points d'achoppement? C'est quoi les points de discorde? Qu'est-ce qui fait le blocage aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui bloque tout à fait? Ce qui bloque, c'est que Sitaraï, Bolloré, le groupe Bolloré, a des préalables. Et donc, nous aussi, nous avons des préalables. Quel préalable? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis pour qu'on comprenne véritablement quel est le problème avec ce projet de réhabilitation? Il y a quand même des aspects qu'il vaut mieux ne pas étaler au grand public parce que ce n'est pas nécessaire. C'est pas le TAC des populations? C'est le TAC des... Permettez que j'avance un peu dans l'explication parce que il faut savoir qu'au départ, il y avait eu un accord. Au départ, il y a eu un accord. Et chemin faisant, quelques difficultés ont impacté le contrat. Alors, maintenant, comment chacun apprécie ça, on ne va pas aller dire pourquoi tel a dit ceci. Il faut laisser les négociations avancer parce qu'en diplomatie, quand on est discret, on est plus efficace. Donc, ce sont des menaces à peine voilées que vous faites? Non, je ne parle pas de menaces. Je vous dis que quelques difficultés sont apparues chemin faisant vers l'exécution du contrat. Donc, les négociations ont pour objectif d'aplanir ces difficultés-là. Est-ce que ce n'est pas un signe de faiblesse quand même? Parce que non, on ne parle pas de faiblesse. En quoi est-ce qu'il y a une faiblesse quand vous entendez pour exécuter quelque chose? Il vient de le dire, deux États face à une entreprise. Non, on ne parle pas en termes de faiblesse. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et que ce soit les deux États, que ce soit le partenaire concerné, chacun a intérêt à ce que le contrat soit exécuté en temps et dans les formes normales. Voilà. Moi, je pense que parler en termes de faiblesse des États, c'est peut-être prendre les questions de façon émotive. Parce que ce qu'il faut éviter dans ce genre de situations, c'est des réactions, je dirais, qui ne tiennent pas compte de la complexité des engagements contractuels. Il y a des engagements contractuels entre deux États et disons, une structure qui est censée réaliser... Internationale et très puissante. Bon, pas plus puissante que nos États. En Afrique? Non, pas plus puissante que nos États. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que les États peuvent décider de façon souveraine, nous dénonçons ce contrat, mais on va payer. On va payer. Alors, il faut faire la part des choses entre ce qu'on va gagner en dénonçant cet accord et ce qu'on va perdre. C'est ça qu'il faut... C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas traiter ces questions-là de façon, je dirais, émotive. Il faut avoir la froideur de suivre les procédures. Voilà. Sinon, on va tout de suite prendre une décision, tout le monde va applaudir et c'est des générations entières qui vont payer les conséquences de cette décision pour faire plaisir à l'impatience. On peut comprendre. Et je vais chuter avec sa permission pour dire qu'il ne s'agit pas de faiblesse.
il s'agit, n'est-ce pas, de partenariat. Alors, quand vous êtes dans une logique de partenariat entre État et structure, évidemment, on parle d'engagement, de contrat. Et donc, il faut faire la part des choses. Donc, je voudrais vous inviter à ne pas parler de faiblesse, mais plutôt à parler de contrat, d'engagement et de partenariat. Autre projet très important, celui donc de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. À ce jour, quel est le point que l'on peut faire de la mise en œuvre de ce projet qui est très attendu également par les populations de part et d'autre? Bien, le point qu'on peut faire, c'est qu'il y a des avancées notables. Il y a des avancées notables qui, de part et d'autre, parce qu'en réalité, c'est un projet intégrateur qui demande que de part et d'autre, chacun des pays mène, n'est-ce pas, des initiatives pour, n'est-ce pas, construire les tronçons. Et cela s'est fait progressivement. Les deux États, donc, à ce stade, sont en train de réaliser la construction des tronçons, n'est-ce pas, qui vont progressivement créer la jonction pour que nous puissions réaliser, n'est-ce pas, cette autoroute. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce conseil conjoint du gouvernement, il a été donc constaté, au niveau de l'état des lieux, que des avancées notables ont été enregistrées pour que d'ici quelques années, cela devienne une réalité. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça le problème? Vous l'avez bien dit, chaque pays mène ses initiatives de son côté pour un projet qui se veut commun. Est-ce que ce n'est pas là également le talon d'Achille de ce projet-là? Non, non, non. Pas plus efficace? Peut-être qu'il faut que vous d'aller compreniez ensemble vers des partenaires. Le tronçon Yamoussoukro-Tiebissou, par exemple, sera livré incessamment dans 2 mois, si les délais sont tenus. Et concernant les autres tronçons, tout au moins du côté ivoirien, les études sont très avancées et terminées pour certains segments. Du côté burkinabé également, les études sont terminées pour la grande partie, notamment entre Ouagadougou et Koudougou, si mes souvenirs sont bons. Et je pense que, vous savez, ça engage beaucoup de fonds, ça engage des partenaires qui ont aussi leurs soucis. Mais justement, donc, vous avez, à l'issue, encore une fois, de ces réunions, notamment d'experts, demandé, en tout cas nos 2 États, à travers leurs représentants, demandent encore plus d'investissements aux investisseurs et bailleurs de fonds. Dans cette période de crise sanitaire dont découle cette crise économique que le monde vit, vous attendez quoi de qui, très concrètement? Ça ne va pas repousser aux calendes grecques encore ce projet, puisque tous les États sont fragilisés sur le plan financier. Vous avez parfaitement raison, mais on attend quoi de qui? Ce n'est pas la bonne question. Enfin, c'est la bonne question, mais la bonne réponse est qu'on compte d'abord sur nos propres capacités à mobiliser des ressources propres pour investir. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions visibles? Mais si, disons que dire qu'on n'a pas les moyens, c'est s'interdire la possibilité d'avoir les moyens. Il faut qu'on définisse nos objectifs en tenant compte de nos capacités à créer des opportunités d'investissement à partir de nos ressources et chercher de façon complémentaire des ressources d'autres sources. Alors, comme mon collègue l'a dit, c'est des investissements qui sont très lourds. Et les discussions souvent peuvent bloquer sur le fait qu'il y a des appréciations ou la perception des intérêts des uns et des autres qui ne convergent pas. Et on ne peut pas demander à une seule société de construire l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Non. Non, non, c'est-à-dire qu'il y a des financements communautaires, il y a des financements de privés, et il y a des prêts. Donc, ce qui compte, c'est qu'à terme, l'autoroute soit livrée. Vous dites bien à terme, mais, oui. Mais quel terme? Est-ce que nous serons là pour voir l'inauguration de cette autoroute? Est-ce qu'il y a des échéances concrètes aujourd'hui? Permettez-moi de rappeler que si vous prenez l'histoire du chemin de fer, qui était la RAN, ce n'est pas sûr que ceux qui l'ont initié ont vu le démarrage de la première locomotive. Ce sont des investissements qui doivent être compris comme structurants, ne dépendant pas des individus, mais qui, à terme, participent à l'intégration, participent au développement des localités. Donc, dire que si vous voulez qu'on vous donne des échéances, après, c'est pour venir nous dire, mais écoutez, vous avez dit que, voilà, c'est... Non. Mais c'est le principe de tout projet, parce que c'est pas une vision. Oui, mais ce n'est pas des projets menés par des individus.
il faut tenir compte des réalités des États. Vous avez parlé tantôt de la faiblesse des moyens, mais il faut également tenir compte des partenaires en face. Et tout cela est impacté par des conjonctures qui ne dépendent ni des uns ni des autres. Nous avons l'exemple de la Covid qui prouve que vous pouvez bien avoir des contrats bien ficelés, des projets bien clarifiés, mais un incident ou un événement imprévu et de force majeure vient vous obliger à réviser. Donc, dans ce genre de projet important, comme il l'a si bien souligné, ce n'est pas le court terme qui importe, mais c'est la réalisation progressive et persévérante du projet qui finit par avoir le dessus. Et justement, ce que je voudrais rebondir pour dire qu'effectivement, nous avons des échéances. Mais les échéances devraient s'apprécier pas en termes de date, mais en termes de termes. Donc, nous avons des échéances à court, moyen et long terme. Et donc, moi, je pense ici que le plus important à retenir, c'est l'ambition. C'est la volonté de construire cette route. Et cette volonté n'a pas d'échéance. Vous comprenez? Et donc, il ne faudrait pas se laisser distraire par... C'est vrai, l'échéance est importante, mais il ne faudrait pas se laisser distraire par le fait que nous avons une ambition commune, celle de réaliser ces infrastructures qui sont lourdes à réaliser, c'est vrai, qui nécessitent de gros investissements, mais ce qui est le plus important à savoir, il faudrait rassurer nos populations pour dire que ces investissements seront bel et bien réalisés. Tôt ou tard. Monsieur Maes, coopération énergétique également, c'était quand même un grand point inscrit également dans les discussions. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? On sait que la Côte d'Ivoire fournit de l'électricité au Burkina Faso. Cette année, c'était un peu plus compliqué parce que la production a beaucoup baissé, notamment en Côte d'Ivoire. Ça s'est ressenti ici, ça s'est ressenti également au Burkina Faso. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Que retenir à l'issue de cette discussion? L'état des lieux, effectivement, c'est ce que vous dites. L'état des lieux, la Côte d'Ivoire approvisionne en électricité donc, le Burkina Faso dans une logique de complémentarité. Et le Burkina Faso a des besoins. Et du fait, n'est-ce pas, de certaines conditions météorologiques, nous n'avons pas eu assez d'eau. Et donc, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de fournir à une certaine hauteur, n'est-ce pas, le Burkina en énergie. Et donc, du fait de ces circonstances, j'allais dire, météorologiques, nous n'avons pas atteint ces objectifs. Mais la décision la plus importante qui a été prise, c'est de voir dans le long terme comment mettre en place une structure pour éviter ce genre de situation à l'avenir. Vous dites fournir le Burkina Faso, mais ce n'est pas au détriment des Ivoiriens. Non, c'est pas ça l'esprit de la solidarité. Non, mais c'est une question que les gens se posent. Non, justement, c'est qu'à l'occasion de cette rencontre, le Premier ministre du Burkina Faso, Christophe Dabiré, a remercié les autorités ivoiriennes pour avoir fait preuve de solidarité pendant cette période difficile où il y avait du rationnement qui était fait ici, mais on a continué à fournir le Burkina Faso en électricité, même si ce n'était pas dans les quantités voulues. Ce qu'il faut noter, c'est que la solidarité, ce n'est pas seulement quand on est dans une situation d'abondance. La solidarité, c'est dans tous les contextes et nous réitérons nos remerciements aux autorités de la Côte d'Ivoire pour cette solidarité. Je voudrais préciser que les années précédentes, il y a eu des problèmes techniques qui expliquaient le fait que la quantité d'électricité au départ n'était pas la quantité d'électricité à l'arrivée. Mais ces problèmes techniques ont été progressivement résolus de part et d'autre. Malheureusement, cette année, pour des raisons météorologiques, comme il a dit, on n'a pas pu fournir la quantité d'énergie chaude. Alors, toujours sur ce point énergétique, il est question de construire un pipeline entre les deux pays. Est-ce juste une vision ou un projet avec des échéances et une stratégie de mise en œuvre? Vous aimez bien les échéances, mais on veut du concret pour les populations. Mais quand vous avez affaire à la gestion des situations d'État ou de pays, ou surtout de deux pays, il faut éviter les promesses de date. Le plus important, c'est vraiment d'abord, que le projet soit clair et bien compris. Ensuite, que la volonté qui se réalise quand même. La volonté déterminée d'y arriver
soit réaffirmée et qu'elle soit persévérante. Et les deux conditions, à mon avis, sont réunies. Vous avez eu connaissance de la pose de la première pierre du port sec de Ferkessédougou récemment. Alors, bien sûr, le projet du pipeline tient toujours, mais il faut, comme on l'a dit, il faut chercher les financements, il faut trouver les partenaires fiables et qui ont les moyens. Parce qu'il ne faut pas prendre des gens qui, en cours de chemin, vont faire défaut. Monsieur Maïs, sur cette question? Sur cette question, je suis vraiment ravi parce que nos États prennent conscience, n'est-ce pas, de la nécessité de plus en plus de voir les choses en termes de stratégie, en termes de perspectives stratégiques. Parce qu'il y a quelques années, c'est vrai, on avait des problèmes, mais on n'avait pas encore les solutions. Et dans le cadre de ce Conseil conjoint de gouvernement, ce qui est vraiment important de retenir, c'est que les deux États ont décidé de véritablement trouver des solutions sur le long terme. Donc ça veut dire quoi? Pour dire ce que pour me répéter, pour dire ce que l'ambassadeur Soro a dit, effectivement, nous nous projetons. Nous avons l'ambition de réaliser ce projet et mettre en place des stratégies. Ce qui n'était pas, ce qui n'était pas le cas dans les précédents TAC. Donc aujourd'hui, les choses évoluent. On veut mettre en place donc une équipe, un comité qui devra réfléchir pour voir comment, n'est-ce pas, trouver les solutions à nos problèmes pour qu'on puisse réaliser, n'est-ce pas, ce projet de pipeline. J'aimerais qu'on aborde une autre question cruciale, celle du commerce du bétail. Du bétail, voilà. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est dépendant du vôtre pour l'approvisionnement en bétail. Et les soucis, finalement, sécuritaires que connaît le Burkina Faso impactent les prix à l'achat chez vous et à la vente chez nous. Y a-t-il des pistes de solutions pour résoudre cette préoccupation des populations? Là, vous permettez que je rappelle encore l'esprit de solidarité dans le malheur, malheureusement, c'est le cas ici, c'est-à-dire ce phénomène du terrorisme qui impacte des secteurs insoupçonnés. Parce qu'au départ, quand on parle de la menace terroriste et des difficultés dans le nord du Burkina Faso, le consommateur à Port-Boué ne se pose pas de soucis parce qu'il n'imagine pas que le fait qu'à Dori ou à Gorongorom ou à Djibo, il y ait un événement puisse impacter, lui, son quotidien à Port-Boué. Mais c'est le cas. Alors, demander s'il y a des soucis, oui, ça impacte, mais les États ont conscience de cela et des solutions sont en train d'être trouvées pour que, malgré la situation, le ravitaillement continue et soit bien encadré et rationalisé. C'est Zango? Effectivement, ces difficultés étaient constatées et les deux États ont pris à bras le corps la question. D'abord à travers l'organisation de la filière avec les fêtières qui y sont impliquées, afin, je dirais, de lever les obstacles à tous les niveaux, aussi bien à part de l'achat, pendant le transport, que tous ces intermédiaires qui interviennent, qui contribuent en fait à renchérir le coût. Donc, l'organisation va permettre de rationaliser la filière. Et ensuite, la situation sécuritaire aujourd'hui fait que les zones pourvoyeuses de bétail constituent, disons, des zones presque à risque pour certains acteurs, notamment les commerçants. Mais comme les États ne s'avouent pas vaincus, il y a des efforts qui sont faits pour réinstaller l'État dans les zones qui, parfois, ont été momentanément abandonnées. Ce qui fait que ces difficultés vont être, en tout cas, je pense que ces difficultés vont être très, très rapidement résolues parce que ce n'est pas seulement la question sécuritaire, mais c'est tout ce qui se passe dans la filière, depuis les achats jusqu'à la vente, qui peut contribuer à expliquer les difficultés d'approvisionnement. Je voudrais chuter, si vous me permettez, pour dire que justement, pour tenir compte, n'est-ce pas, de cette question de la vie chère, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce conseil conjoint de gouvernement, il a été donc signé un accord sur la facilitation de la circulation des produits locaux
et de l'approvisionnement des marchés pour tenir compte de ce que, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans le contexte de la crise sanitaire, de la crise sécuritaire, il y a le fait que de plus en plus, ces facteurs, n'est-ce pas, contribuent à augmenter, n'est-ce pas, les prix de nos denrées, les prix des bêtes sur le marché. Donc, nos deux États ont pris la pleine mesure de la situation. Donc, à travers cet accord sur la facilitation donc, de la circulation de ces produits, les deux États vont prendre, n'est-ce pas, des dispositions pour faire en sorte que cela ne se ressente pas très, très fortement sur donc, le panier de la ménagère. On va évoquer une autre question, la question de la matérialisation de la frontière entre les deux pays. C'était également un point inscrit dans les discussions. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusque-là, cette question ne soit pas réglée? Qu'est-ce qui peut expliquer que jusque-là, la question ne soit pas réglée? Ce qui peut expliquer que jusque-là, la situation n'est pas réglée, j'aime bien. Vous aimez beaucoup les choses en termes d'échéance. De toute façon, c'est très bien. Je pense que c'est une pression que nous devons exercer sur nous pour pouvoir avancer. Mais il faut dire que c'est un projet qui devrait avoir le jour. C'était une ambition. Et on a mis un peu de temps quand même pour mettre en place ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, n'est-ce pas, sur la question de frontières. Et il faut dire que les choses vont bouger parce que finalement, cette commission mixte paritaire sur donc, la matérialisation de la frontière a été mise en place en février dernier. Les travaux ont commencé. Et donc, les deux chefs d'État ont donné donc des instructions pour que les choses s'accélèrent à ce niveau, parce que comme vous dites, les choses ont beaucoup traîné. Et donc aujourd'hui, l'ambition commune de nos deux chefs d'État, c'est de faire bouger les lignes, c'est de faire avancer ce projet pour que définitivement, d'ici peu, nous puissions avoir une matérialisation de notre espace très claire. Mais il faut dire que c'est un projet qui est budgétisé, qui est très lourd, à hauteur de milliards. Et donc les deux États se feront fort, n'est-ce pas, de pouvoir boucler les financements pour pouvoir aller vite. C'est ce que je peux répondre sur cette question. Alors, le temps imparti va bientôt arriver à son terme, donc on va accélérer, messieurs, si vous le voulez bien. On va s'intéresser à un point assez litigieux, le mont Péko. Le décarpissement du mont Péko, qui se trouve donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire et où vit une majorité de Burkinabés qui avaient des plantations. Maïs Igno, à ce sujet, vous avez parlé d'une annexion, des propos qui visiblement ont déplu à Mme Olivia Rwamba, qui a estimé que le terme était inapproprié. Pouvez-vous nous expliquer votre point de vue sur cette question? Je ne comprends pas. Vous parlez de Mont Péko ou d'annexion? D'annexion, déjà le terme. Et puis, pourquoi encore à l'issue de cette 9e édition, il n'y a pas de solutions qui ont été envisagées, des solutions claires prises? S'il vous plaît, je peux répondre. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, Excellence. Je ne me souviens pas que l'ambassadeur Maes ait parlé d'annexion en rapport avec le mont Péko. C'est à lui de le dire, peut-être, quand même. Non, pour bon, puisque ne vous en faites pas, je répondrai. D'accord. Bon, allez-y, alors. Sur le mont Péko, en 2016, le mont Péko a été évacué. Intégralement évacué. Le problème qui s'est posé, c'est comment gérer les évacués qui s'étaient installés aux alentours du mont Péko. Donc, il n'y a plus de présence de planteurs burkinabés au sein du mont Péko depuis 2016. Le mont Péko est géré par l'OIPR et en prélude à la préparation à ce TAC, le consul général du Burkina à Soubré a envoyé une mission qui est revenue expliquer qu'effectivement, il n'y a plus de Burkinabés au sein du mont Péko. Le problème qui se pose actuellement, c'est comment gérer les personnes qui sont installées dans les villages environnants. Il faut dire que certains des occupants étaient venus d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Ils y sont répartis. Certains y étaient en tant qu'ouvriers agricoles. Ils continuent à offrir leurs services, bien sûr, contre rémunération, soit dans la zone ou dans d'autres localités. Mais je pense que le point le plus essentiel est qu'il faut noter qu'il n'y a plus de personnes dans la forêt du mont Péko, mais c'est plutôt ceux qui sont installés aux alentours qui constituent en fait un problème de gestion, puisque ça entraîne une pression sur les ressources avec beaucoup d'investissements dans les structures socio-communautaires et que, bon, il
faut créer des écoles, des dispensaires, et ça entraîne du surcoût au niveau de l'alimentation. Donc, ce sont ces problèmes qu'il faut gérer. Donc, quand on parle du Mont Peko, il faut plutôt, je pense que ce serait bien de faire évoluer le vocabulaire en parlant plutôt des conséquences de l'évacuation du Mont Peko. Sur cette question précisément, oui, tout à fait. L'ambassadeur Zongo a totalement raison. Le Mont Peko est une situation... le Mont Peko est presque réglé parce que plus de 52 000 personnes ont été évacuées du Mont Peko. Donc, aujourd'hui, on parle du Mont Peko en termes de, comme l'ambassadeur l'a dit, de comment prendre en charge, n'est-ce pas, les populations qui ont été évacuées donc, du Mont Peko. Et donc, et également, comment prendre en charge la question de la réhabilitation, n'est-ce pas, des parcs, des forêts classées. Et donc, de ce point de vue, les deux États, surtout la Côte d'Ivoire, puisque c'est une diligence qui est dévolue à la Côte d'Ivoire, le Mont Peko est sur le territoire ivoirien, donc les autorités ivoiriennes se feront fort, n'est-ce pas, de rechercher, de trouver les financements, parce que de toute façon, c'est un projet qui a un budget, qui nécessite un financement. Et donc, les financements seront donc trouvés pour que très rapidement, nous puissions évoluer vers la phase 2, c'est-à-dire la prise en charge de ces populations riveraines et la prise en charge, n'est-ce pas, de la réhabilitation de ces zones-là. Et voilà ce que je peux dire par rapport à Mont Peko. Maintenant, pour rebondir rapidement, puisque j'ai le micro, juste pour dire qu'il n'y avait pas eu de préoccupation particulière entre moi et mon vis-à-vis du Burkina Faso, ma sœur Olivia Wamba. C'était juste une question de terminologie. Et effectivement, si vous vous souvenez, très rapidement, nous avons trouvé une solution à cette question de terminologie et nous avons très vite avancé sur la préparation de nos dossiers. Mais si vous permettez, juste pour apaiser un peu l'impatience de certains qui peuvent penser que le problème du Mont Peko traîne, il faut savoir que depuis le TAC de 2017, il y avait des décisions claires et fermes pour qu'un contingent pilote soit envoyé au Burkina Faso et que les autres s'apprêtent à rejoindre le pays. Mais avec l'aide et la contribution de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, et il s'est fait que, entre-temps, l'OIM, dans la mise en exécution de son budget, a peut-être dû revoir sa position et malheureusement, le terrorisme, encore une fois, ce fléau a impacté cette décision noble de raccompagner ceux qui voulaient bien retourner au pays, au Faso, pour se réinsérer. Mais en même temps, il faut dire que les gens doivent éviter des jugements prématurés. La Côte d'Ivoire a demandé que la forêt du Mont Peko soit évacuée. 2, on a demandé qu'il y ait de l'aide même internationale, je vous ai parlé de l'OIM, pour aider au retour de ceux qui seraient évacués. Alors, certains s'impatientent, mais c'est des décisions lourdes de conséquences, parce que de l'autre côté, il y a la pression du terrorisme. Alors, si vous faites partir quelqu'un d'ici pour l'autre côté, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui peut être fait concrètement? Mais de toute façon, l'essentiel, c'est que le Mont Peko soit libéré et que ceux qui ne devaient pas y être n'y soient pas. Il n'y a personne de toute façon dans la forêt au jour d'aujourd'hui. Mais il faut apaiser les inquiétudes des uns et des autres et dire que les gouvernements travaillent dans la négociation. Et je vous ai dit que le linge sale se lave plus facilement quand on se parle. Quand on se parle, quand on se côtoie. Et le TAC est fait justement pour aplanir ce genre de problèmes très épineux. C'est bien noté. Les perspectives, Fatim, à présent. Il nous reste 5 minutes. Donc, déjà, le bilan de ce 9e TAC, M. Maes, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement comme grande avancée à l'issue de cette 9e rencontre des gouvernements? Ce qu'on peut retenir comme grande avancée de ce Conseil conjoint du gouvernement, c'est qu'il s'est tenu. Et nous maintenons, n'est-ce pas, le cap de cette dynamique de concertation qui est nécessaire. Et donc, nous maintenons également, parce qu'en fait, en réalité, ce Conseil conjoint vient après, n'est-ce pas, une réunion que nous avons appelée la réunion de suivi et d'évaluation. Parce qu'au niveau du traité d'amitié et de coopération,
nous avons un organe statutaire qui est donc la réunion des experts qui, n'est-ce pas, fait l'évaluation de l'état de mise en œuvre des diligences qui découlent, n'est-ce pas, des décisions et recommandations qui sont prises par nos chefs d'État. Et donc, au terme de cette évaluation, qui est, si vous voulez, qu'on peut appeler un audit, cette réunion a fait le point. Et donc, les ministres, le Conseil conjoint de gouvernement a fait également apprécier le point. Et donc, pour dire qu'au terme donc, de cette évaluation également qu'ils ont faite, les projets structurants sont maintenus. Donc, la poursuite, n'est-ce pas, de la réalisation de ces projets structurants dont on a parlé tout à l'heure sont maintenus. Et l'ambition, n'est-ce pas, puisque nos populations, effectivement, tiennent, n'est-ce pas, aux notions, n'est-ce pas, aux notions d'échéance, veulent vraiment voir les choses se réaliser rapidement, il faut dire que l'ambition de nos chefs d'État, c'est qu'ils sont totalement déterminés, totalement résolus à réaliser ces grands projets d'infrastructure pour permettre de façon inexorable, n'est-ce pas, le développement intégré de notre espace commun. Alors, dernier mot pour chacun. Au-delà des résolutions et des recommandations très importantes, sur quels aspects les citoyens pourront-ils voir des changements à court et long terme après ce 9e TAC? Très concrètement, qu'est-ce qui va changer dans nos vies? J'aime bien dire toujours que les acquis du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne sont pas forcément ce que l'on voit, ou ne sont pas seulement ce que l'on voit ou que l'on veut voir. La première des choses, il faut louer et féliciter la politique de nos chefs d'État, de nos deux chefs d'État, qui travaillent quotidiennement au maintien de cette paix, de ce bon voisinage, de cet esprit de bonne entente entre les deux gouvernements, au niveau politique, au niveau diplomatique, avant d'arriver sur les aspects socio-économiques, commerciaux et autres aspects du transport ou de la circulation, qui de toute façon répond déjà à l'application des protocoles de la CEDEAO. Alors, les acquis, à mon avis, il faut mettre en tête la paix entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Parce que quand vous avez un voisin avec qui vous entretenez une paix durable, cela vous permet de vous développer. Mais l'histoire a montré que les relations entre les voisins, ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, le TAC est fait pour consolider la paix et la bonne entente qui existe actuellement et à laquelle nous travaillons au quotidien. Je veux dire, quand je dis nous, ce n'est pas seulement monsieur tout le monde, mais c'est aussi le gouvernement et les dirigeants. Ensuite, les projets qui ont été annoncés sont pour la plupart engagés et mon collègue Maes l'a dit tout à l'heure, il y a des comités de suivi qui se réunissent chaque année pour faire, 2 fois dans l'année, pour faire le point des avancées, pour voir le niveau d'exécution des recommandations. Il faut donc regarder de ce côté-là et ne pas se focaliser sur le fait qu'on a l'impression que la route n'avance pas, les frontières sont fermées, mais il y a des acquis qui sont immatériels et qui sont fondamentaux. Dernier mot de votre part. Merci, madame. Moi, je pense que la première chose qu'il faut retenir, c'est l'existence de cet instrument qui permet de discuter de questions délicates de façon sereine. Je pense qu'il faut le répéter et le répéter encore. Et cette possibilité permet en fait de créer, disons, une ambiance de coexistence pacifique qui permet de résoudre des problèmes. Et généralement, les trains qui arrivent à l'heure ne sont pas remarqués. Et on aurait pu parler, par exemple, des efforts qui ont été déployés par les autorités ivoiriennes pour délivrer les diplômes au Burkina Faso. Il y a des moments où la pression au Burkina est telle que, parce que c'est les périodes de concours et autres, à la déco, il y a des équipes qu'on mobilise pour délivrer ces diplômes-là. Mais on ne voit pas ces aspects-là. Et la fluidité du transport, on n'en parle pas. Et la capacité, en fait, de pouvoir régler des problèmes que les gens vivent au quotidien, quand c'est résolu, on oublie et on passe à la prochaine étape. Moi, je pense que
C'est vrai, on peut s'impatienter, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas demander aux gens de ne pas se plaindre. Mais il faut tenir compte du fait que ces discussions-là permettent de régler souvent beaucoup de problèmes. Et quand ces problèmes sont réglés, on a plutôt tendance à les oublier. C'est noté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, monsieur les ambassadeurs. Merci à vous, monsieur le directeur général des relations bilatérales de Côte d'Ivoire, pour votre disponibilité. Merci aux équipes de la RTB à travers son directeur général, monsieur Pascal Yambouani Thiombiano, je m'excuse, pour leur esprit de confraternité, et à Jean-Emmanuel Ouedraogo. Merci à toi, Fatim Djedje. Merci également à toutes les équipes techniques de la RTI pour l'accueil et la franche collaboration. Et surtout, le directeur général, M. Fousseni Dambélé. Merci aux téléspectateurs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso qui nous ont suivis. Restez sur la RTV. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Et à bientôt.